En virage cette semaine, on fait l'essai du Mazda CX-90. On poursuit nos chroniques avec des harnais pneumécaniques et Silverwax. On va même parler de NASCAR avec Simon Vien-Dion. Beaucoup de nouvelles de l'industrie avec Maxime Dubois et on répond à vos questions. Tout cela à virage dans un instant. Avec moi aujourd'hui, Jacques Bienvenu est là. Salut Jacques. Salut Daniel. Ça va bien? Oui, merci. Alors, beaucoup de choses à l'émission aujourd'hui. Évidemment, on va commencer avec ce CX-90 qu'on a déjà présenté, mais là, qu'on retouche de façon différente, juste pour rappeler que c'est un tout nouveau véhicule. On a évidemment dessiné une nouvelle plateforme et on a changé un peu l'orientation, qui était une plateforme avant dédiée pour une traction. Maintenant, c'est une plateforme dédiée pour une propulsion, mais ça demeure un véhicule à traction intégrale. Évidemment, on a repensé la motorisation avec de nouvelles moutures, dont un 6 en ligne, évidemment, qu'on va utiliser énormément, je pense, du côté de chez Mazda. Nouveau design extérieur, nouveau design intérieur. Mais ce qui frappe, Jacques, d'entrée de jeu, c'est le raffinement de ce véhicule. Absolument. Les gens qui... Ça fait déjà quelques années que Mazda, on dirait, se dirige vers les voitures de luxe, mais avec celui-là qu'on a ici, le CX-90, on est carrément dedans. Là. On peut pas nier que ce véhicule-là n'a pas un design, n'a pas une finition, n'a pas un design intérieur aussi. Quand tu ouvres les portes de ce véhicule-là, tu vois que tout le souci qui a été apporté pour les choix de couleurs, le choix des matériaux et comment est-ce qu'on a dessiné. Au lieu d'avoir des écrans à pleine largeur qui maintenant, on réalise que déjà pour 2025, ils sont en train d'en éliminer. Alors, on a fait quelque chose de beau, de simple, mais qui est agréable à regarder et qui est agréable d'être assis à bord de ce véhicule-là. Ce que j'ai remarqué, moi, ce qui frappait, que ceux qui regardent ce véhicule-là, ce qui frappe, c'est le carénage avant, toute la calandre avant, comment est-ce qu'elle est large, comment est-ce que les ailes sont moulées, sont faites. Et ils ont fait un dessin de véhicule pour que ça ait l'air vraiment imposant sur la route, massif sur la route. Même peut-être pour nous, ici, Québécois, peut-être qu'on trouve ça même un peu envahissant. Mais c'est un très beau véhicule, très bien dessiné, qui prend quand même un peu d'espace et qui en a peut-être pas tout à fait assez à l'intérieur, vu l'extérieur du véhicule. Oui, parce que c'est un véhicule qui est dessiné, Jacques, pour vraiment faire de la route. Absolument. Oui, c'est un sport utilitaire. Oui, c'est un 7 passagers. On peut l'avoir 6, 7, 8, je pense même. Donc, oui, on peut le configurer un peu comme on veut au niveau de l'intérieur parce qu'il y a 5 niveaux de garniture et de finition différentes dans le véhicule. Alors, tu en as vraiment pour tous les goûts. Si tu prends le design de ce véhicule-là, c'est fait pour rouler. Puis, on a voulu garder le plaisir de conduire. Absolument. Donc, on a peut-être sacrifié avec la lunette arrière où on a perdu un peu d'espace pour le design, mais aussi pour gagner de l'aérodynamisme et pouvoir rouler avec le véhicule sur la route. Oui. Bien, c'est une des raisons pour laquelle aussi on a monté des pneus de ces dimensions-là, parce qu'on part de roues de 18 pouces, aller à 21 pouces. Alors, quand tu arrives avec un modèle signature, tu as des roues 21 pouces, tu as du confort, c'est de la douceur. Ce qu'on voulait aller chercher aussi, c'est être capable d'emmener de la douceur de roulement et d'avoir une cabine qui est silencieuse. Une chose que les gens savent peut-être pas, c'est un véhicule qui est... Premièrement, c'est que le CX-90, c'est ce qui remplace le CX-là. Mais ce qui est, je trouve, plus intéressant, c'est que le CX-90, il est fabriqué à Ufu, au Japon. Ufu, au Japon, je l'ai visité, l'usine. Ouais. Oui, parce que au Japon, ils n'ont pas de terrain. Ils n'ont pas de place. Alors, ils ont bâti l'usine dans la baie de Ufu. Ils ont rempli une partie de la baie. Ils ont été chercher du sable dans la mer, rempli la baie. Et ils ont fait construire une usine dans un temps record. Ils ont fait l'accès aussi pour les bateaux pour venir s'installer, charger les voitures directement. Alors, le véhicule sort de l'usine. Ils ont fait la piste d'essai de l'usine, de la chaîne d'assemblage au bateau, et la même personne est capable d'analyser tout ce qui se passe sur la voiture
jusqu'au bateau. Ça nous sort un peu de la description qu'on faisait là, mais je voulais vous la passer pareil pour vous dire que j'avais eu la chance de voir cette usine-là moderne et comment est-ce que les gens travaillaient pour sortir des véhicules de cette qualité-là. Ça travaille bien parce que quand tu regardes le niveau de finition de cette voiture-là, c'est exceptionnel. Bien, moi, je pense que la robotisation, la façon dont aujourd'hui on est capable d'ajuster les robots, la façon dont on a dessiné, pensé aux joints, pensé à installer toutes les décorations, ça clipse là et ça ne peut pas aller à un quart de pouce plus loin ou pas. Il n'y a pas de jeu. C'est là que ça va et c'est ça que ça va donner quand ça va être fini. Alors, c'est une voiture intéressante qui est équipée avec des sièges et des technologies qui sont vraiment très avancées. Je pense, entre autres, au niveau de la suspension. On sait que c'est une propulsion maintenant au lieu d'être une traction qu'on avait, mais c'est instantané. Dès qu'il y a une roue qui va vouloir échapper un peu, ça se transmet instantanément en traction intégrale et ça fait un véhicule qui est d'une sécurité et d'une stabilité. Mais on s'en va dans cette direction-là parce que c'est les Allemands qui nous avaient habitués à ça. Absolument. Les véhicules allemands, on aimait les conduire, puis on disait toujours, bien, il n'y a rien qui est plus fun à conduire qu'un véhicule allemand parce que, justement, c'était des configurations à propulsion et ça donne un feeling de conduite qui est meilleur. C'est ce qu'on retrouve sur ce CX90. Et on a développé un système de stabilisation de roulis. Alors, de sorte que lorsque tu roules sur une route sinueuse, par exemple, et que tu arrives dans un virage et que tu as affaire à freiner, c'est que tout le véhicule s'abaisse. Alors, ça ne plante pas de l'avant ou juste de l'arrière. Tout le véhicule s'abaisse. Les freins vont s'installer, freiner une roue davantage à intérieur, arrière, pour te permettre de bien aborder le virage. Tout ça dans le but de permettre d'avoir un confort intérieur pour les passagers extraordinaire. Et ce qui est important, c'est qu'on a dessiné les sièges aussi de façon à ce que les passagers n'aient pas des mouvements de va-et-vient de gauche à droite. Les sièges sont fabriqués pour bien te retenir en place, de sorte que, encore là, toujours dans le but d'augmenter le confort des passagers. Puis ils sont équipés de mécanique maintenant, de mon ami Daniel. Ben oui, 6 en ligne, ça, c'est la grosse surprise. Absolument. Parce qu'on était habitué, ils nous avaient mis du 4 cylindres, le 2.5 à turbo. Donc, on avait quand même une bonne motorisation, bien éprouvée du côté de chez Mazda. On nous arrive avec un 6 en ligne et bien fait. Parce que moi, j'aime ça, un 6 en ligne. Ça a toujours été les moteurs les plus doux de l'industrie. Absolument. Et la puissance fait en sorte que le 6 est monté en ligne. On a la transmission, le système de différentiel arrière. Donc, tout est bien aligné et là, on a l'hybridation légère sur ce véhicule-là ou on peut l'avoir en version hybride branchable où on a placé le moteur entre le moteur électrique, on l'a placé entre le moteur et la transmission. Oui. Donc, tout reste parfaitement aligné. C'est ce qui donne la douceur de roulement. C'est ce qui donne la puissance au véhicule parce que maintenant, on a quand même de la capacité de remorquage. Anciennement, c'était 3500. Là, on peut monter à 5000 livres. Donc là, on a du remorquage, ce qu'on n'était pas habitué du côté de chez Mazda. On peut avoir de la différente puissance. Là, on peut aller jusqu'à 280 ou 340 chevaux. Ouais. Donc, on a quand même de la belle puissance et on gagne un peu en économie sur la grande route. En ville, on va avoir quand même une consommation qui va rester importante, mais surtout sur la grande route où on a de l'économie de carburant, puis on va descendre quand même assez bas. En bas de 10 litres au 100, autour de 9 litres au 100, je pense qu'en moyenne qu'on peut faire. Ce qui est surprenant quand tu parles du moteur 6 cylindres en ligne, c'est que la plupart de la compétition a tout abandonné les moteurs V6. Et Mazda nous arrive avec un 6 cylindres. On se souvient qu'il y avait BMW qui avait des 6 cylindres tout à fait extraordinaires, qu'on aimait beaucoup. On a toujours aimé la sonorité, on a toujours aimé la résistance des moteurs 6 cylindres en ligne de BMW. Chrysler arrive avec aussi leur 6 cylindres en ligne version Huracan. Oui. Donc, on voit qu'on veut retourner dans cette direction-là. Et le moteur 6 cylindres qu'il y a là-dedans se trouve à être plus économique, par exemple, que la compétition. Je pense au Subaru Accent, Volkswagen Atlas, Ford Explorer, etc. C'est pas à peu près là. Je pense que le fait d'aller chercher un peu plus d'économie,
c'est bien jumelé à une boîte automatique 8 par rapport. Dans certaines conditions, ici au Québec, on a l'impression que peut-être qu'elle est un petit peu bourrue quand on veut accélérer un peu fort, mais c'est une transmission qui est d'une grande douceur, assez bien adaptée. Important de dire que c'est leur moteur chez Mazda développé Absolument. à l'interne et c'est leur transmission également Oui. développée à l'interne. Donc ça, évidemment, ils tiennent et en sont bien fiers parce que beaucoup, au niveau des transmissions, on s'en va avec ZF, on s'en va avec d'autres compagnies. Oui. Mais Mazda ont fait leur propre chose. Donc c'est une transmission qu'on va revoir évidemment dans d'autres véhicules. Merci, Jean. Hey, plaisir. On se reparle à la fin de l'émission. Absolument. Alors voilà, restez avec nous. On fait une pause et on vous revient. Car Expert, l'expert carrossier, vous a présenté cet essai routier. Car Expert à la fine pointe de la carrosserie. Je suis présentement avec Simon Vien-Dion, journaliste automobile et coureur automobile également. Salut Simon, ça va? Salut Daniel. Bien content de te retrouver. Il faut moi dire aussi. qu'on a travaillé à quelques reprises ensemble, Ben oui, alors on se carrément. connaît bien. Écoute, belle voiture de course. Ta voiture est en arrière Ouais, merci. de nous. Et explique-moi un peu, parce que l'an dernier, tu n'as pas couru en NASCAR Canada. Tu reviens cette année. Alors explique-moi un peu qu'est-ce que va être ta saison et Ben, pourquoi tu reviens. Bien, exactement. Écoute, l'an dernier, je me suis concentré sur la série NASCAR de camionnettes à l'Autodrome Chaudière. Cette année, je retourne vraiment dans la série NASCAR canadienne. Écoute, ça fait longtemps que je voulais faire un retour dans la série. On retourne avec une voiture avec des toutes nouvelles couleurs. J'ai été appuyé pendant plusieurs années par Castrol Canada. Ils sont encore parmi mes commanditaires, mais cette fois-ci, on a vraiment des nouvelles couleurs. Donc, effectivement, c'est un retour dans la série. Je pense que ça va être intéressant parce que la série NASCAR canadienne, ça bouge quand même pas mal aussi. Les nouvelles personnes qui sont en place au niveau de la structure de la série. Une épreuve de plus au Québec. Fait qu'on est rendu 4 épreuves au Québec. OK, ça, Fait- c'est le fun. Ben, c'est le fun. Puis écoute, ça veut dire qu'on va faire des événements d'envergure comme le Grand Prix de Trois-Rivières. On va courser dans la région de Québec localement du côté de l'Autodrome Chaudière. La grande finale est à Montmagny. Une course à Mirabel aussi. Fait que, écoute, c'est le fun. Beaucoup de positifs autour de la saison. Des nouveaux commanditaires aussi. Je suis ici justement ce soir pour annoncer mon partenariat avec Pièces d'Auto Alain Côté. Fait qu'il y a une super belle gang. Je suis content de travailler avec eux autres aussi pour la prochaine saison. Ben c'est ça, on profite du 30e, du spécial 30e anniversaire de Pièces Auto Alain Côté qui t'appuie. Exactement. L'autre saison, Simon, tu roulais quand même très bien, Oui. très fort. Cette année, c'est quoi tes objectifs? Quand on part, on veut toujours gagner. là, C'est mais- sûr qu'on veut toujours gagner, mais écoute, je suis le genre de gars à me fixer des objectifs réalistes aussi. C'est certain, écoute, habituellement, en NASCAR Canada, c'est la série est de plus en plus compétitive, mais habituellement, on est capable de figurer parmi les 10 premiers. OK. Écoute, je te mentirais pas que j'aimerais ça être capable de toucher, être capable Au podium. de jouer au podium, au moins dans le top 5. Mais écoute, une position parmi les 10 premiers à l'arrivée, ça va être plus que satisfaisant. C'est une grosse machine, NASCAR Canada, il y a des grosses équipes. Fait qu'écoute, nous, c'est sûr, on y va avec notre matériel, on va avoir du bon matériel cette année, des bons commanditaires. Fait que, écoute, je suis positif la prochaine saison. C'est le fun d'avoir une voiture comme ça en arrière de nous. Parle-moi un peu de la voiture, parle-moi du moteur, parle-moi de qu'est-ce que tu as fait Ouais. un peu au niveau mécanique. Ben écoute, celle-là, c'est une toute nouvelle voiture qu'on vient d'acheter avec mon partenariat avec le groupe Duclos Chrysler aussi. Fait que qu'est-ce que ça a de spécifique une voiture NASCAR Canada? Ben, c'est un moteur V8, bien sûr. Donc, un moteur V8 à environ 525 chevaux. La transmission est le fun dans ces voitures-là. Celle-là, c'est une voiture de circuit routier. Parce que ce qu'il faut savoir, j'ai deux voitures. J'ai une voiture pour faire des circuits ovales et une voiture pour faire des circuits routiers aussi. OK. Celle-là, c'est une voiture de circuit routier. Donc, une transmission, c'est pas une transmission séquentielle, mais écoute, c'est très, très efficace. OK. Fait que c'est une boîte qu'on appelle une dog box. On n'a pas besoin de toujours servir de l'embrayage. On prend l'embrayage pour partir. Du direct shift. Puis après, écoute, on peut shifter, puis on peut downshifter aussi, pas de clutch. C'est des voitures qui sont puissantes, qui sont quand même assez lourdes aussi, mais qui sont le fun à conduire. Ils sont vraiment le fun à conduire. Des gros slicks, des gros pneus larges, justement, de 10 pouces.
Fait que beaucoup de grippe en virage aussi. Fait que non, c'est beaucoup de bonheur à conduire sur la piste. Au niveau de la réglementation, évidemment, donc vous êtes quand même assez serré. Là, on ne peut pas toucher nos moteurs. Il y a des règles spécifiques que vous ne pouvez pas faire. Non, exactement. Écoute, les moteurs, c'est des moteurs qui sont faits aux États-Unis. L'atelier qui fait les moteurs s'appelle Robert Yates Racing. Toutes les pièces moteurs doivent être encryptées par cette compagnie-là. Fait qu'on peut rafraîchir nos moteurs ici en sol canadien, mais comme cet hiver, j'ai acheté beaucoup de matériel du côté des États-Unis. Comme on est sanctionné NASCAR, il faut passer justement par ce gros engrenage-là. Mais écoute, c'est assez similaire d'un compétiteur à l'autre, je dirais, au niveau des motorisations. Les suspensions, on a des numéros de choc, des numéros d'amortisseurs qu'on doit respecter. Le système de freinage va être différent un petit peu cette année, certaines options au niveau du système de freinage, mais somme toute, c'est vraiment les ajustements qui font la différence. C'est là qu'on peut se démarquer vis-à-vis de la compétition. C'est sûr, spécialement sur une piste sur ovale. Moi, j'ai un peu moins d'expérience en ovale, je suis un gars de circuit routier à la base, mais en ovale, c'est sûr que les ajustements vont faire une très, très grosse différence aussi. On veut une voiture qui va être rapide, mais en ovale, les courses sont quand même assez longues aussi, en circuit routier aussi, mais en ovale, si on pense ici à l'autodrome Chaudière, on fait 300 tours. On veut que la voiture soit vite au début de la course, mais à la fin on veut aussi. qu'elle soit vite à la fin. Fait faut pas pousser trop notre mécanique aussi. C'est une gestion de course aussi qu'on a à faire au travers. Mais les ajustements vont faire qu'on peut avoir une voiture qui va être rapide sur des longs relais. Comme si on fait des ajustements agressifs, on peut avoir une voiture qui va être rapide, mais uniquement pour des courtes séquences. Fait que c'est trouver le bon compromis entre les deux, puis c'est là qu'il faut connaître notre voiture et savoir quel bon ajustement faire. Simon Viens-Dion, bonne saison. Merci à Pièces Auto Alain Côté, évidemment, pour encourager ta saison. Puis on t'espère une coupe de podium, pourquoi pas. Écoute, un gros merci. Thank you. Merci. Salut. Ce segment est une présentation du réseau des garages recommandés CAA Québec et de B-Lepage Autoservice. Visitez caaquebec.com pour trouver votre garage. Nous sommes de retour et c'est le temps des nouvelles de l'industrie avec Maxime Dubois. Salut Max. Salut bien, Daniel. Ça va bien? Ça va très bien, merci. Toi Bon, aussi? bien content de te retrouver après quelques semaines d'absence. Ben là, j'avais hâte que tu m'invites. Ben oui, hein, c'est fait. Et tu as plusieurs nouvelles pour nous. Alors, on commence avec Honda. Ah oui, Honda qui dévoile la nouvelle Prélude. Alors, imagine... Les images sont belles, mais ça s'arrête là, malheureusement. Ouais, ça s'arrête là parce que le design est beau. Bon, on parle d'une grosseur qui va ressembler un peu à la Toyota 86, la BRZ de chez Subaru. Mais par contre, là où le ballon dégonfle, c'est qu'on nous parle d'une version hybride. Ça va encore bien, mais là, attention, on a les chiffres. Une CVT et seulement 207 chevaux. OK. Donc, là... tu vas me dire que le BRZ n'en a pas tant de plus que ça, mais on peut avoir avec une manuelle. Il y a un peu de piquant, il y a un peu d'épices, mais là... Parce que, écoute, on se le cachera pas, on devrait avoir la même motorisation qu'on va avoir avec la Civic puis la Accord. Donc, c'est pas très excitant comme motorisation. On l'a pas essayé, évidemment, parce que là, on ne sait pas encore quand est-ce qu'on va être capable d'avoir ce véhicule-là. On nous parle quand même de entre 37 et 40 000. Le véhicule est magnifique, on va se le dire. Là. Il est le fun. Ah oui, c'est une belle voiture, c'est un beau clin d'œil. Est-ce que c'est ce que Honda ont besoin dans leur gamme? Non, absolument pas. Est-ce que ça va venir combler un besoin? Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a Acura ici. Donc, on a Acura où on a intégré l'Integra. Alors, maintenant, comment tout ça va prendre place, j'ai hâte de voir. J'ai même hâte de voir si vraiment on va l'avoir ici en Amérique du Nord. C'est pas confirmé encore pour le Canada. C'est dommage parce que je trouve que ça pourrait ramener un peu de piquant pour Honda. Même si, comme tu le dis très bien, on a la division Acura qui même a perdu des plumes un peu dans son essence même. Max, on est rendu tellement peu heureux du côté de l'industrie automobile. On veut des voitures à tendance sportive, mais on ne veut pas placer la motorisation qui vient avec. Exact. Donc, c'est pas... Ça se comprend là, pour plusieurs personnes, mais il y en a qui se disent, tant qu'à acheter une version sportive, on va acheter avec de la motorisation. Et 200 chevaux, qu'est-ce qu'on a dit du côté de chez Subaru et Toyota? C'est suffisant. Non,
Ça n'a pas de bon sens. La voiture est superbe, mais on veut 250 chevaux oui, ben parce oui, que la je voiture comprends. est capable de le prendre. Et là, ça nous laisse sur notre appétit. Puis c'est des voitures super agréables à conduire. Le fun sur piste, même que si tu ne sais pas trop conduire, c'est les voitures que tu dois avoir. Alors, dans un segment que ça se vend presque pas, parce qu'on est directement avec la BRZ et la 86, puis on arrive avec le même nombre de chevaux, j'ai hâte de voir. Tant qu'à faire ça, au moins, peut-être changer le nom. Es-tu d'accord avec ça? Parce que, De toute façon, si on se rappelle, les tu sais préludes, ce que c'était j'en quand même pense, bien. là, de revenir avec des noms puis des dénaturés, bien, c'est ça, au niveau de la prélude. Quoique, la prélude originale, c'était pas une bombe non plus, puis on n'avait pas des chevaux à tout casser. Non, mais c'était beaucoup mieux. il y avait une certaine effervescence. Il y avait quelque chose, il y avait du piquant. Ça faisait du changement un peu dans le paysage. Là, c'est extrêmement banal. À suivre, donc. À suivre. Parlons de motorisation, on parlait d'hybride. Bien, le Mazda CX-5, prochaine génération, on nous prépare une motorisation hybride, une hybride classique, qui ne serait pas une hybride rechargeable, enfichable. Bien évidemment, là, ce qu'on voit, bien, c'est la présente génération, parce qu'on n'a pas encore vraiment d'image pour la suite. C'est une lente progression vers l'électrification chez Mazda. C'est long avant qu'on ait l'électrification. Sauf que, enfin, si on a de l'hybridation de ce côté-là, une version hybride, bien, on va être enfin concurrent avec les principaux concurrents. RAV4 et CR-V qui offrent déjà ce type de motorisation-là. Bon, est-ce que ça va donner un petit coup? J'espère que oui, pour eux, parce qu'ils sont en retard, là, veut pas, là. Ils sont en retard depuis longtemps. On a fait des petites incursions. On veut rester fidèle. Par exemple, dans le MX-30, on voulait une voiture électrique, mais on voulait garder un plaisir de conduire. On ne voulait pas le surpoids des batteries, donc on a délibérément fait en sorte qu'on ait moins d'autonomie. On était à 160. C'est pas concurrentiel. Ben non, là, on n'était pas concurrentiel, mais on l'était dans le comportement de la voiture. C'est le meilleur comportement de la voiture électrique qu'on peut trouver. Alors, on essaie de garder l'essence ou d'avoir du fun de conduire, mais c'est les prochaines générations. La prochaine génération de véhicules dont elle va faire partie, là va arriver de l'électrification. On a présenté en Chine une Mazda 6, grosso modo, électrique. Donc, on arrive dans cette direction-là. On y va tranquillement, pas vite. Mais normalement, on fait assez bien les choses, puis tu as la preuve en arrière de toi. Oui, quel beau véhicule. Et qui va très bien, d'ailleurs. J'ai eu la chance de l'essayer. Celui-là, justement, et... l'occasion d'en reparler, justement, parce que la finition est sublime pour ce véhicule-là. Si vous avez la chance, allez-y, c'est surprenant, c'est du premium. On parlait de véhicules électriques. Ford, ça va pas très bien parce que on a pu voir qu'il perdait 100 000 $ par véhicule électrique vendu lors du premier trimestre. Faut dire une chose, là, faut pas partir tout de suite dire « Ah, ils vont faire faillite et tout ». C'est long parce que c'est plus que repeinturer les murs là, pour leurs usines. Là. C'est vraiment tout changer les chaînes de montage. C'est compliqué, ça demande des investissements faramineux. Alors, avant que ça redevienne rentable, ça va prendre du temps un peu. Hein? C'est comme quelqu'un qui part un commerce, il faut acheter toute la machinerie. Avant qu'on commence à rentabiliser, ça va prendre du temps. Mais j'ai trouvé ça drôle parce qu'on a vu apparaître ces annonces-là et on dirait qu'ils nous mettent... qui font peur un peu, comme si la compagnie allait fermer. Là. Tu sais bien que ça n'a pas de sens. Non, tu peux pas perdre 100 000 sur une voiture que tu vends 65, comme une Mach-E. C'est qu'on prend n'importe qui connaît un petit peu le monde des affaires. Tu dis, OK, on joue avec l'amortissement. Maintenant, tous les investissements, tu les amortis sur 5 ans, sur 10 ans, sur 25 ans, sur 30 ans. Donc, sur combien d'années, si on ne l'a pas pu le savoir, sur combien d'années et quel investissement aussi on mettait dans l'amortissement. Alors, oui, on perd de l'argent. Oui, c'est beaucoup d'investissements. Puis non, ça se vend pas aussi vite qu'on aimerait du côté de chez Ford. Le Lightning, on l'a sorti premier. Bravo. Le Mach-E est une voiture, à part le nom de Mustang qui est rattaché après, qui est exceptionnel. Alors, tout est là, mais... On a même rajusté les prix. Les gouvernements veulent aller plus vite. Et mettre de la pression sur l'industrie automobile pour qu'on se dirige vers l'électrification. Et la population, elle, n'est pas rendue au même niveau. Bien, on le voit, on a vu une nouvelle sortir aussi avec Hertz qui retourne des Tesla sur le marché. Ils ont changé. Et là, on brise. Hein? On brise vraiment le marché du véhicule électrique. Ils ont carrément voulu révolutionner le monde de la location court terme. Puis finalement,
Ils ont tous mis ces véhicules-là à vendre. Puis c'est la deuxième fois, je ne me trompe pas. Une dernière. Dernière déjà? Ouais, Mon Dieu, que ça va vite. Ça va donc bien vite. Je vais être obligé de lâcher plein de choses. Tu me fais tourner mes pages plus vite. OK, je vais y aller tout de suite à la dernière à ce moment-là. On a souligné la semaine passée, donc, la journée du corridor de sécurité, qui était, donc, le 14 mai. Et ça, c'est quand même en vigueur depuis 2012. Faut dire une chose, c'est la journée... On peut tous entendre que ça pourrait être à l'année, s'il vous plaît, le corridor de sécurité. Et c'est pas une suggestion, c'est la loi. Lorsque vous voyez un véhicule avec des gyrophares, donc les flèches jaunes, les feux clignotants, bien, il faut ralentir. Évidemment, il faut laisser de l'espace. On tasse de la voie. Puis je dirais même plus que ça, même si ce ne sont pas des véhicules avec des gyrophares, laissons donc la place. Là, on va en voir de plus en plus des véhicules en panne. Il va y avoir du monde, tout le monde est pressé, on s'en va en vacances. Il va y avoir des véhicules surchargés, il va y avoir des roulottes. On n'a peut-être pas nécessairement les réflexes de conduite avec ça. Soyons prudents, ce sont des véhicules aussi. Même si nous, on est plus chargés, on est en vacances, peut-être que le véhicule va moins bien freiner. Ralentissez. Et moi, je dis toujours, on part en vacances, notre heure d'arrivée, on l'écrit au plomb. On prend notre temps. C'est modifiable. Et voilà. Alors, corridor de sécurité à l'année, s'il vous plaît. Sur ces belles paroles, merci beaucoup, Max. Ça fait plaisir. Alors, voilà, on s'arrête à virage, on se déplace chez Silver Wax et on revient. Ce volet esthétique vous est présenté par Silver Wax. Silver Wax, des produits de haute qualité, conçus, fabriqués et testés au Québec. Nous sommes présentement chez Silver Wax et je suis en compagnie de Richard Pelchat. Salut, Richard. Salut, Daniel. Ça va bien? Très bien. Alors, Richard, aujourd'hui, on lave la voiture Oui. et là, il faut choisir notre savon. Tu vas nous expliquer les différences entre les savons que tu as et l'application également qui va avec ce savon. Oui, parce que, tu sais, aujourd'hui, tu arrives, puis une panoplie de savons. Lequel que je prends, puis pourquoi je le prends. Le savon aussi, il me semble que c'est une bonne option. C'est un classique. là. Ouais, Tu sais, c'est c'est ça. un classique, le monde prenne ça. Aujourd'hui, j'ai amené ce qui est intéressant, c'est un savon de pré-lavage. Le savon de pré-lavage, quand ta voiture est très sale, surtout l'hiver, on le voit à un moment donné, tu as une couche blanche sur ta voiture, puis tu n'oses pas mettre ta mitaine là-dessus pour l'égratigner. À ce moment-là, le savon de pré-lavage, ce qui est le fun, c'est que tu peux l'utiliser avec deux types de canaux à mousse. Ça, idéalement, tu n'as aucun frottage à faire. Il va enlever le gros de ta saleté. Il y en a un, moi, j'ai amené un standard que tu peux mettre sur une machine à pression, quelqu'un qui a une machine à pression. OK. OK? Puis ce que tu fais, tu le prends, tu te dilues 1 dans 5 là-dedans, tu mousses la voiture, tu le laisses agir 3-4 minutes, puis après ça, tu fais juste rincer. Toute la saleté tombe. 75-80 de la saleté est finie. Fait que là, après ça, tu peux laver ta voiture en paix avec ça. OK. Fait que ça, c'est un bon savon. C'est une bonne tactique, surtout pour le premier lavage après l'hiver. Oui, exactement. Ça, c'est quelque chose que je fais justement. La minute, moi, qu'il y en a trop, puis je sais que la minute où je vais mettre ma mitaine sur ma voiture, je suis pour l'égratigner, j'utilise ce produit-là. Pour ceux qui n'ont pas de machine à pression, j'ai amené un autre fusil à mousse aussi qui est très, très standard. Ce qui est le fun, c'est que tu le branches avec un boyau d'arrosage classique. Tu vas la même taux de dilution. Il va mousser la même affaire. Fait que tu peux prendre ce produit-là, tu le vaporises, tu le laisses travailler la même chose, puis il va avoir exactement la même efficacité. Fait que c'est le fun. Que tu aies une machine à pression, que tu n'en aies pas, tu peux utiliser ce produit. Tu peux utiliser le produit à bon escient. Oui, exactement. C'est vraiment un pré-lavage. L'autre savon, quand ta voiture est protégée, tu as de la cire, tu as des scellants ou peu importe, tu as un céramique coating, tu n'as pas nécessairement toujours besoin d'un savon avec de la cire. À ce moment-là, je recommande tout simplement un savon ultramousse. C'est ce que j'utilise. Moi, je le prends, on le dilue. C'est 1 once par gallon ou 30 ml par 4 litres d'eau, tout simplement. Le taux de dilution. Tu peux le mettre dans ton seau, l'utiliser ou peut-être un petit truc que je peux donner maintenant. Moi, ce que je fais, c'est que je me suis pris une petite bouteille vide. Je dilue 1 dans 10. Je mets le restant d'eau, puis je le vaporise directement sur la mitaine puis sur la voiture. À ce moment-là, mon savon, il est toujours... Premièrement, il n'est jamais... sale, ouais. Il n'est jamais sale, jamais contaminé. La mousse est toujours au maximum. Fait que ça, c'est intéressant. T'économises. J'économise, puis ça consomme. Change moins souvent ton eau. 1 litre, je vais faire 3 à 4 voitures avec ça. Fait que ça ne coûte pas plus cher de savon, puis il est toujours performant. On peut faire ça avec un savon ultramousse ou avec un savon cire en passant. C'est un petit truc. Ceux qui aiment ça puis qui veulent avoir le maximum d'efficacité avec leur savon, c'est ce que je recommande. C'est pratique parce que tu le prends, il est à portée de main, puis tu laves ta tondeuse, tu laves tes affaires, tu laves tes objets, tes chaises à patio. Tu utilises tout avec ça. Exactement. Tout ce que tu as à faire dans ta chaudière, tu mets de l'eau propre. Tu rinces ta mitaine. L'autre, le savon cire, à ce moment-là, lui, ce qui est intéressant, c'est que quand tu n'as pas le temps de te protéger ou tu veux avoir un petit peu plus de brillance, bien écoute,
tu prends un savon-cire, tout simplement. C'est là qu'on utilise ça. Quelqu'un dit, garde, moi, j'ai pas le temps ou il est dû, mais je veux étirer un petit peu parce que ça protège, mais ça ne protégera pas pour des mois. Ça va protéger peut-être pour 1 semaine, 2 semaines, mais pas plus que ça. Fait qu'il ne faut pas s'attendre à une protection longue durée. Par contre, la brillance est là. Ça, c'est quelque chose, c'est un autre effet. Si quelqu'un recherche la brillance avec le savon, c'est le produit idéal pour utiliser. Mais il n'y a pas de contre-indication avec le savon-cire sur aucune surface. Donc, on l'utilise sur tout? Aucune. Tout ce que j'ai amené aujourd'hui comme savon, il n'y a aucune restriction. On peut les utiliser partout sur le véhicule au complet. Donc, moi, c'est le savon que moi, je recommande. Bon, oui. Ouais, pourquoi Faut pas? Que ça brille. Faut que ça brille. C'est ça, exactement. C'est un des plus vendus de toute façon. C'est un des plus populaires. Les gens y aiment ça. Puis, écoute, par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu utilises un savon cire, si vraiment il y a de la cire dedans, tu vas avoir un petit peu moins de mousse. Parce que la cire va tuer la mousse. Fait que faut s'attendre à avoir moins de mousse. Quelqu'un qui aime la mousse, bien, on va aller avec l'Ultra. On l'utilise dans le pistolet aussi. Pistolet, la même chose. Même chose. Exactement. On pourrait même utiliser une de ces deux machines-là pour prendre des savons classiques, là, si on veut. Sauf, par contre, ça ne sera pas un savon de pré-lavage. On va l'utiliser comme un savon. On va l'utiliser avec ça. Maintenant, si on n'a pas d'eau, on n'a pas accès à l'eau, on est en condo, par exemple. Oui, des fois, on est restreint, on n'a pas le droit d'utiliser la hose, on est en camping ou on est en voyage. Bien, j'ai amené 2 produits qui sont intéressants. Le nettoyant sans eau, c'est un petit produit quand c'est pas tellement sale. C'est certain que si c'est très sale, je recommande, il faut rincer le véhicule. Mais si c'est pas tellement sale, tout ce que ça prend, on prend le produit, on va le vaporiser sur le véhicule, puis on va l'essuyer avec une microfibre. On va le vaporiser, on va le laver tranquillement sans mettre de pression, puis on va prendre un autre microfibre, puis on va essuyer. Et c'est là qu'est le secret, c'est dans le microfibre. Absolument. Il faut en utiliser des microfibres. Il faut en utiliser. Une voiture, c'est 5, 6, 7 microfibres. Il faut la changer parce qu'à un moment donné, elle vient pleine. C'est que là, si on veut que le véhicule soit beau, propre et pas l'égratigner, changer de microfibre, souvent, c'est très, très, très important. L'autre produit, lui, je ne savais même pas qu'il existait. Oui. Comment est-ce qu'on l'utilise? C'est un nettoyant à sec pour les peintures mates. On en voit aujourd'hui, hein? C'est de plus en plus à la mode. Ou des fois, on a des autocollants sur le véhicule, souvent sur le capot. On voit ça, c'est tous des beaux autocollants mat. Bien, à ce moment-là, la problématique, souvent, ce qui arrive, c'est que ça vient tout marbré. Tu le laves, tu as beau l'essuyer avec des microfibres, avec un chamois, ça vient pas beau. En utilisant le nettoyant pour peinture mat, à ce moment-là, ça vient très, très, très uni et beau à ce moment-là. C'est l'avantage. Et on peut laver tout le véhicule avec ça aussi, la même chose. OK, donc on peut l'utiliser sur les phares, si on a un pare-pierre. On lave tout le véhicule au complet, c'est pas compliqué. On peut, la même chose que l'autre, par contre, lui, il va être plus efficace sur les peintures mates, tout simplement. Il va être plus uniforme. Il va être plus uniforme et il va donner quand même un beau fini. Et surtout un beau fini au véhicule, parce que c'est pas évident à laver ces véhicules-là. Ah, bien, les peintures mates, il faut vouloir une peinture mate. C'est beau, c'est chic, mais à un moment donné, quand on voit commencer à avoir du ramage, là, si on peut dire, puis qu'on n'est pas capable de le ramener, c'est très, très complexe. C'est très complexe. C'est un produit pour ça. En terminant, il faut choisir le savon qui va selon l'utilisation, selon ce qu'on veut faire. Peut-être que le savon-cire a une petite longueur d'avance. Oui, le savon-cire, c'est un des populaires, comme je disais tantôt, définitivement. Mais comme je disais, si votre voiture est protégée, c'est pas une obligation. C'est vraiment pas une obligation, mais le look est là. Merci beaucoup, Richard. Ça fait plaisir. Ce segment d'émission vous est présenté par Napa Autopro et Desharnais Pneus et Mécanique. Desharnais, 75 ans et plus jeune que jamais. Nous sommes présentement chez Desharnais Pneus et Mécanique et je suis en compagnie de Danny Bellil. Salut, Danny. Salut, Daniel. Ça va bien? Très bien, merci. Alors, dans la chronique d'aujourd'hui, on va parler de la mécanique sous le capot. Oui. On va regarder qu'est-ce qu'il y a là à faire avant le printemps parce que c'est vraiment important, le compartiment moteur. Effectivement, puis il y a quand même plusieurs pièces ou plusieurs choses qu'on peut faire, puis qui vont, encore une fois, nous aider au niveau de l'économie, puis nous aider pour conserver notre voiture encore plus longtemps. On commence avec quoi sous le capot? C'est sûr qu'en ouvrant le capot, la première chose, fuite d'huile apparente. On s'entend, on a les couverts de valves, on a plusieurs pièces moteurs qui sont apparentes, qu'on peut voir en un coup d'œil s'il y a des fuites d'huile. Mais j'aimerais plus qu'on s'attarde au niveau des courroies de distribution. On s'entend que ce qu'on appelle la courroie d'entraînement ou timing belt, que tout le monde va comprendre, le timing belt, c'est une chose qu'on doit remplacer, mais qu'on ne voit pas. Les anciens véhicules, on parlait d'à peu près 100 à 120 000 km. Les nouvelles générations de véhicules, on va travailler plus avec 160 000 km.
Mais encore une fois, c'est important de respecter ça parce que cette courroie-là, quand elle brise, elle peut... Ça cause du dommage. Beaucoup de dommages au niveau du moteur. Il y a d'autres courroies qui vont créer moins de dommages au moteur, mais qui peuvent donner beaucoup de maux de tête. La courroie qui va entraîner, exemple, l'alternateur, la pompe à eau, toutes ces choses-là. Courroie de distribution. Courroie, oui, exactement. Ça, malheureusement, c'est une courroie qu'on remplace quand même plus fréquemment, mais les gens ont tendance, ou certains garages ont tendance à remplacer seulement la courroie. Très mauvaise idée, pour 2 raisons. On s'entend que quand la courroie est fatiguée, quand ça fait 2 fois, exemple, que vous changez la courroie, il faut comprendre que tout ce qui a trait aux poulies, tout ce qui a trait aux tensionneurs, aux tendeurs, ils ont beaucoup de travail, eux autres aussi, puis ça tourne sur des roulements de roues, que ça fait plusieurs millions de tours qu'ils font. Souvent, les gens ont tendance, on change la courroie, on remet ça. Colin, 1 an après, tu es obligé de rechanger la courroie. Pourquoi? Enlignement. Mauvais enlignement de la courroie. Le tensionneur ne fait plus son travail. La poulie commence à avoir de la misère à virer. Elle est plus aussi fluide. S'il y a un mouvement dans la poulie, il y a de l'usure prématurée sur la courroie, c'est sûr. Puis ça, malheureusement, Daniel, on voit ça beaucoup trop souvent. On a un fournisseur de pièces, Napa, qui, eux, vont fournir un kit, un peu un ensemble comme on voit ici. On va changer et les tensionneurs, on va changer la courroie, on va changer les poulies. Fait que là, le monde va dire, bien oui, mais là, ça va coûter un prix de fou. Non, sincèrement, le prix est vraiment abordable. Puis l'autre bonne nouvelle, c'est quand on remplace l'ensemble, comme on voit ici en avant de nous, Napa, ce porte-garant, donne une garantie à vie, autant au niveau des tendeurs, des poulies, que de la courroie, ce qui est excellent. Terminé. Ça veut dire que c'est fini. On règle le problème. Si la courroie use, on vient de voir, Danny, ma courroie est usée, tu m'en remplaces. On la remplace. Donc, pourquoi ils font ça? Ils sont conscients, un peu comme nous en tant que garagistes, que souvent la problématique n'est pas nécessairement la courroie. La problématique vient avec la poulie, vient avec les tendeurs. Une fois qu'on l'a remplacé, on va avoir l'esprit tranquille. Conscience tranquille. Tant que vous restez propriétaire du véhicule, c'est garanti à vie. Fait que ça, c'est la première chose que je trouvais vraiment important d'aborder. Le deuxième sujet, système de charge. Trop facilement, on va dire « Ah, l'été, moins besoin de ma batterie ». Non. Les hautes températures, les très grandes chaleurs, autant que les très grands froids, sont aussi nocifs pour le système de charge, pour la batterie. Première chose chez Desharnais, quand on vérifie un système de charge, j'ai mis des poteaux puis des connecteurs. Quand c'est corrodé, première chose, nettoyer ça. Des fois, on n'a pas besoin nécessairement d'une nouvelle batterie. Le courant passe moins bien, ces choses-là. Un bon nettoyage des pôles peut nous rendre service puis prolonger la durée de vie de notre batterie. Première chose. Quand on vous dit que votre batterie est sur la fin, puis si on a un été chaud, bien, je vous prédis que vous allez avoir le même problème de démarrage que vous avez en hiver. Donc ça, c'est très important. Sous le capot, très, très important. Troisième point que j'aimerais apporter ton attention, c'est les bougies. Ça, c'est une des choses que, malheureusement, on ne fait pas beaucoup d'entretien préventif. T'sais, les bougies, on change ça quand... on changeait ça pratiquement au changement d'huile. Oui. Là, c'est complètement le contraire qui se produit. Oui, c'est ça. Je ne change plus jamais. Dernièrement, on en voit. Les gens se présentent ici, problème de puissance, problème d'économie d'essence. Puis, je serais prêt à dire que pratiquement plus de 50 de ces problèmes-là sont reliés aux bougies. Pas très compliqué pour un garagiste comme Desharnais de sortir une bougie, de vérifier l'usure, de vérifier est-ce que la bougie est corrodée, la bougie est noircie, est beaucoup moins efficace. Donc, on s'entend l'explosion moins efficace, toutes ces choses-là. Un kit de bougie... Consommation d'huile, d'essence. Consommation d'essence, performance. C'est plusieurs petites choses que, encore une fois, en prévention, on va être capable de s'en sortir pour des frais qui sont quand même assez minimes, puis de donner un autre quelques années ou plus quelques mois à notre véhicule, encore une fois. Autre petit point, des fois, c'est le moteur. On a des moteurs qui shake un petit peu. Oui. Change les bougies, il revient parfaitement. Effectivement. Dans le temps, on disait on va changer les fils, on va changer... Maintenant, c'est plus ça la problématique, c'est strictement les bougies, mais sont beaucoup plus résistantes, comme tu le disais tantôt. Par contre, n'en demeure pas moins que là, on voit le parc automobile vieillir un peu, les gens veulent conserver le véhicule, l'économie est un peu difficile, mais des fois, de faire un changement de bougie, remettre des bougies neuves, bien, ça va être bénéfique pour l'auto, pour le portefeuille et pour la consommation d'essence. Absolument. Et la longévité du véhicule. Aussi, les liquides sous le capot, tu regardes ça aussi? Oui, effectivement. Puis ça, chaque compagnie a leur spécification là-dedans. Que ce soit le liquide de refroidissement, que ce soit le liquide de servo-direction, le liquide de frein.
liquide de frein qui commence à être contaminé. Les gens trouvent que la pédale est spongieuse. Il me semble que mon freinage est plus long. Bien, des fois, le liquide de frein, s'il est contaminé, lui, sa job, c'est de créer une pression au niveau des pistons pour que le freinage se fasse adéquatement. Si le liquide n'est pas en bon état, c'est certain que votre distance de freinage ou votre freinage va être, sera pas à son maximum. Ça, C'est plus long. Et c'est la sécurité, évidemment, qui en souffre au bout du compte. Comme on parle souvent, la prévention, c'est toutes des choses qu'on peut faire chez Desharnais. C'est des choses qui coûtent une fraction du prix que quand on est obligé de remplacer des pièces parce qu'on a trop étiré certains liquides ou, comme on parlait de la courroie, des fois, ça peut nous donner une économie en bout de ligne. Quand vous arrivez chez Desharnais, ouvrez votre capot. Exactement, puis on va vous dire ce qu'il y en est. Merci beaucoup, Danny. Merci, Daniel. Nous sommes de retour à Virage 670-9078, poste 230 ou encore virage@telmac.tv ou via notre Facebook. C'est les façons de nous rejoindre, nous poser vos questions. Merci de le faire en grand nombre, mais non, on n'est pas capable de passer toutes les questions, malheureusement. Vous en envoyez beaucoup ces temps-ci. Merci de le faire et je vous invite à continuer. On a beaucoup de questions, Jacques, souvent peu de temps, mais à un moment donné, on va en avoir. À un moment donné. On fera une émission de questions. De questions, pourquoi pas. Alors, on a Patricia qui magasine pour le printemps. Elle veut un Volkswagen EOS 2011. Hey, ça commence à dater, ça, ces véhicules-là. 166 000 km. Est-ce que c'est un bon achat? Allez le faire inspecter. C'est ma seule et unique condition pour ce véhicule-là. Parce que 166 000 km, c'est l'entretien qui fait foi de tout. Oui. C'est vrai que ça commence à dater. C'est vrai qu'on ne s'imagine pas qu'il y aurait autant de kilométrage que ça sur un véhicule. Moi, c'est peut-être que le prix est vraiment intéressant. Là. Je ne veux pas parce qu'autrement, je me dis que je n'irais pas vers ça. Je regarderais pour un autre EOS qui est à quelque part à vendre. Ils sont de plus en plus rares. Mais Volkswagen aurait tellement dû continuer ce véhicule-là. Là. Je peux pas croire qu'on a abandonné ce segment-là. Et on l'a abandonné, tu te souviens, pour conserver la Beetle décapotable. Oui. Où il y a beaucoup de monde qui ne veulent pas rouler dans une Beetle décapotable. Et c'est un toit souple. Tandis que la EOS, c'est un toit dur. Ça peut être roulé C'était à l'année. parfait. Ouais. C'était parfait. C'est une base de golf, facile à faire pour eux, mécanique de golf. Ou à peu près, mais mélangé avec la Jetta. Pourquoi pas qu'avoir continué ce véhicule-là, il a été beaucoup plus populaire dans le véhicule d'occasion que dans le véhicule neuf. Oui. Mais moi, en tout cas, je le ferai examiner, puis c'est un véhicule drôlement intéressant pour, Parce qu'il y en a plus. Pour la saison qui s'en vient. Là. Il n'y en a à peu près plus de décapotables. Puis là, justement, on est dans les décapotables. On a M. Jean-Marc qui dit « Quel meilleur choix pour une décapotable d'été qui garde sa valeur? » Donc, il faut garder sa valeur. Ça, il n'y a aucun véhicule qui garde sa valeur, mais en tout cas, qui garde sa valeur entre une BMW Z4 2006 à 2008 ou une Camaro 2010 et plus. Camaro 2010 et plus. Moi, je prends un Camaro. Toi, tu prends la Camaro? Oui, les Z4 dans ces années-là, chez BM. Mais les Z4 dans le cabriolet, les gens n'ont pas fait de chemin avec ça. Les gens n'ont pas... Je ne sais pas s'il y a du kilométrage. Généralement, les gens n'ont pas fait de chemin. Les ont entretenus. Ce pas des véhicules qui ont été brassés. Et c'est des véhicules solides. Personnellement, j'irais avec la BM. T'es donc bien stineux, genre. Non. 2006 à 2008, BM, c'est des lumières, c'est des problèmes. Au niveau de la valeur, je suis vraiment pas certain. Tandis que la Camaro, ça coûte rien d'entretien. C'est vrai qu'une Camaro. C'est de la mécanique qu'on connaît. Fait que Jacques, la BM, puis moi, la Camaro. C'était ma minute de destination. Carole, Mazda CX-3, 2021, 55 000 km, 8 pneus anti-rouille, démarreur à distance. Est-ce que c'est un bon achat? Est-ce que c'est durable pour au moins 6 ans? Aucun problème avec ça. Oui, on achète ça et on vérifie juste s'il n'y a pas eu... S'il n'est pas trop... comment est-ce qu'on dirait ça? Picoté au niveau de la peinture. C'est le problème qui arrive avec les nouvelles peintures et ces types de véhicules-là qui ont les nouveaux designs. Les roches étaient beaucoup... Parce qu'au Québec, on étend tellement de pierres sur la route qu'on fait en bon québécois, le sandblasté là, devant de la voiture. Alors, mettre une bande 3M si la peinture est belle,
là et au-dessus de la fenêtre arrière. S'il y en a eu une à l'origine, bravo. Très bon justement. achat. Marc nous dit Ford Focus 2016, 86 000 km, on demande 9 000 $. C'est beaucoup. Est-ce que c'est un bon achat? C'est pas un bon achat. Un Focus. La transmission double embrayage, c'est une catastrophe. La rouille, c'est une catastrophe. Chez Ford, même, c'est une honte, ce véhicule-là. 9 000 $ est beaucoup trop cher, tant qu'à moi. Non. Moi, il y a autre chose sur le marché. Je pense que c'est pas parce que Ford ont essayé de faire ça, ça n'a pas donné le résultat qu'ils voulaient. Moi, je regarderais autre chose. Ils sont trompés carrément avec cette transmission-là. Ouais. C'est incroyable d'avoir mis une double embrayage de même. Et il y avait une double embrayage type Europe, puis il y avait une double embrayage type Amérique du Nord. Je me souviens plus, là, à un moment donné, ils changeaient les embrayages, puis ils disaient on va te mettre un embrayage européen, puis ça revenait au même. Là. Ça dure à peu près 20-25 000 km. La bonne nouvelle, c'est que ça coûte pas cher à remplacer. Ouais. Mais il reste que c'est un achat très moyen, mon ami Marc. Martin fait, lui, de son côté, Jacques, un plaidoyer en faveur du retour des mini-fourgonnettes abordables. Il dit des voitures familiales à un prix juste, il n'y en a plus maintenant. C'est vraiment des véhicules de luxe. Carnival, Pacifica, etc. C'est des véhicules qui coûtent beaucoup trop cher. Pourquoi on ne fait plus une caravane qui, aujourd'hui, on pourrait vendre 30 000 $, par exemple? C'est vrai qu'on a abandonné ce segment-là à peu près complètement. Bon, on l'a abandonné. Une caravane, c'était une belle dimension de véhicule, tellement pratique, tellement pratique. Les gens ne voulaient pas embarquer, monter à bord parce que ils se trouvaient pas, ça n'avait pas de l'air aussi sportif, aussi familial, ou aussi arrivé à... Mais quand tu avais une caravane, tu pouvais aller au soccer, tu pouvais aller au baseball, tu pouvais aller au patin. Tu n'étais jamais mal pris avec ça, puis il y a de la place pour tout le monde. Ouais. Aujourd'hui, ils sont rendus trop dispendieux. Oui, on a fait des tractions intégrales, on en a fait des versions de luxe et on a mélangé avec le sport utilitaire. C'est parfait, là, ils vont bien. Puis n'importe lequel des mini-fourgonnettes sur le marché présentement, je les recommande sans problème. Absolument. Mais au niveau d'abordable, comme était la caravane, où Chrysler aurait peut-être dû continuer finalement à faire le véhicule. Il n'y a même pas besoin de changer le modèle. Le véhicule allait bien, il faisait tout. Les portes étaient coulissantes, il y avait le Stow and Go, il y avait... Écoute, tout ce que tu voulais faire. Et de l'espace, ça vous tente. Ouais. Merci, Jacques. Merci. Alors voilà, c'est déjà tout pour Virage. Il me reste qu'à vous souhaiter une agréable semaine et on se reparle la semaine prochaine pour un autre Virage. Bonne semaine.